je l'ai PowerPoint en anglais, mais je vais parler en français. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et plus spécialement ma très chère amie Gabrielle Marceau de m'avoir inclus à cette conférence. C'est toujours un plaisir énorme de retourner à Québec, spécialement quand il ne fait pas fret, comme maintenant, non? Alors, et avant, ça c'est, bon, c'est moi qui ai préparé le PowerPoint, mais en effet, ça fait partie d'une recherche qui est financée par MBR que je fais avec Bernard Hoekman de l'Institut universitaire européen de Florence, qui était à la Banque mondiale pendant des années, et Bob Lawrence qui est à Kennedy School, où Pierre Sauvé a aussi travaillé pendant quelques années. Ça, c'est l'argument. Alors, l'argument, c'est quoi? Je commence avec des constatations factuelles. À la fin du cycle d'Uruguay, les tarifs sont pratiquement devenus impertinents en ce qui concerne la fragmentation du commerce mondial, n'est-ce pas? Les marchés sont fragmentés par des mesures non tarifaires. Et en même temps, ce sont les accords de libre-échange qui prennent le relais, qui devient le moteur principal d'intégration commerciale. Et la question que nous nous sommes posées tous les trois, il y a plusieurs questions, mais une des questions que je vais traiter ici, c'est pourquoi est-ce que c'est le cas? Et la réponse tentative, c'est savoir, si vous voulez, avec la recette d'intégration de l'OMC. L'OMC étant un ensemble hétérogène, ne peut utiliser que la clause de non-discrimination pour intégrer les marchés. Mais la clause de non-discrimination fonctionne bien quand on parle des tarifs et très mal quand on parle des mesures non tarifaires. Pour adresser des mesures non tarifaires, il faut aller au-delà, et les expériences, un point très empirique, le montrent assez clairement, il faut aller côté harmonisation, reconnaissance mutuelle. Mais des instruments pareils sont soit coûteux, soit impliquent une notion de trust, de confiance, et c'est pour ça qu'empiriquement, on ne les rencontre que chez des clubs homogènes. Alors, à notre avis, et ça c'est où tous les trois nous sommes d'accord, c'est pour ça que nous travaillons ensemble, le futur de l'OMC dépend de sa relation avec les clubs. Comment est-ce que l'OMC va gérer sa relation avec les accords plurilatéraux futurs, mais en tout cas avec les accords de libre-échange. Ce n'est pas un papier juridico-juridique, hein, n'est-ce pas? Je ne veux pas commencer à parler du test de compatibilité des accords. Tout d'abord, on ne connaît pas les tests parce que les termes clés n'ont jamais été clarifiés à l'OMC. Et ce n'est pas ça qui nous intéresse en tout cas. Ce qui nous intéresse, c'est on dit, bon, les clubs, il y a deux types de clubs, les accords préférentiels, en effet, les accords de libre-échange, il n'y a qu'une véritable union douanière, n'est-ce pas? Mercosur, ce n'est pas exactement une union douanière. Europe-Turquie, la même chose. L'unique union douanière véritable, c'est l'Union européenne. Alors, les accords de libre-échange d'un côté, et de l'autre côté, les plurilatéraux. Et j'assume que ces clubs sont légaux. Je commence par là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? D'abord, je vais vous expliquer un peu l'état des affaires aujourd'hui, très vite. Mais là, je vais faire un point qui, à notre avis, est hyper important, n'est-ce pas? Qu'il y a une volonté pour avancer l'intégration commerciale, mais pas à Genève et non pas sous l'égide de l'OMC. Et, à notre avis, c'est un choix très rationnel, vu les limites de l'OMC. Et si on veut aller voir l'OMC devenir pertinente de nouveau, il faut que l'OMC commence à repenser sa relation avec les accords de libre-échange en principe. Alors je commence avec l'état des affaires aujourd'hui. Voilà. Il y a un paradoxe. Et c'est quoi le paradoxe? Le paradoxe, c'est que les accords de libre-échange se multiplient après la fin du cycle d'Uruguay. Je vais vous donner quelques chiffres dans un instant, mais je peux vous donner tout de suite, en effet, parce que je pense que c'est... Voilà. Il y avait 10 accords de libre-échange en 1957, moins que 100, dont la plupart c'était l'Union européenne et ses partenaires avant 1995, et il y a plus que 500 aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis que c'est un paradoxe? Parce qu'on a cette prolifération au moment où les tarifs sont très bas. Et en effet, dans la construction du GATT, seuls les tarifs
sont l'instrument, si vous voulez, légal afin de protéger. Alors, si les tarifs, l'unique instrument pour protection, sont hyper bas et les accords de libre-échange sont là pour éliminer la protection, comment est-ce le cas qu'on a les accords de libre-échange après 1995 et non en 1947, quand les tarifs, selon le travail, je cite ici de Doug Irwin, professeur d'économie à Dartmouth, sont à 42% à peu près moyenne. Aujourd'hui, moins que 4%. Ça, je peux aller vite. Je dis, ce sont les tarifs, justement pour faire ce point, pourquoi est-ce que les tarifs sont l'unique instrument qui protège. En effet, à mon avis, ça c'était le génie des négociateurs du GATT, qui n'était pas, qui était type hors du commun. Hein. Il y avait un prix Nobel, il y avait pas mal de monde là. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont éliminé les restrictions quantitatives lors de l'adhésion au GATT. Toutes les mesures tarifaires, les politiques domestiques devraient être non discriminatoires. Ils ont laissé à la disposition des négociateurs un instrument pour protéger le secteur, le matador local, le tarif, le droit de douane. Alors, protection, qui est une notion hyper difficile à définir, en effet, voilà. Il y a quelques papiers comme Bagel-Steger en économie qui vont un peu loin, mais sont qui restent sur des hypothèses hyper étroites. Les négociateurs du GATT sont arrivés à réduire la protection à un instrument, les tarifs. Alors voilà le paradoxe que je viens de vous dire, les tarifs sont très bas et on a cette course vers les accords de libre-échange. Et qu'est-ce que l'OMC fait entre-temps? D'un côté, nous avons les 400 accords après 1995. Je vous ai donné ici 2 exemples. Mais je vais vous donner les résultats d'une étude que j'ai menée un peu plus loin. Tous ces accords, qui sont assez divergents, ils ont un point quand même en commun. La majorité de la table des matières, c'est coopération réglementaire. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait l'OMC? 3 accords depuis 1995, aucun accord n'a à voir avec les mesures non tarifaires. Aid for Trade, aide au développement avec, mais pas du tout les choses dont on entend quand on dit coopération réglementaire. ITA, premier et deuxième, sont des tarifs. Facilitation du commerce, deadweight losses, de perte au bien-être, de nouveau, n'a rien à voir avec la coopération réglementaire. Nous ne pensons pas que ça c'est par hasard, que pendant 20 ans, on n'arrive pas à conclure sur un accord réglementaire, n'est-ce pas? Et il y a de pire pour l'OMC, si nous sommes intellectuellement honnêtes. TISA, le plus grand accord sur la libération du commerce, Environmental Goods, le bien environnementaux, les 2 négociations ont lieu à Genève, mais loin de l'OMC. Le secrétariat de l'OMC n'est pas présent. Le papier, Gabriel peut vous témoigner, les papiers sont publiés, il y a seulement des press releases, c'est tout, par les membres de la négociation. Et ce sont les 2 clubs qui, en effet, sont responsables pour inviter les gens qu'ils veulent inviter. Malgré le fait que la compatibilité de ce désaccord avec l'OMC est pour l'instant pas incertain, apparemment, il y aura un accord. EGA, c'est pas loin, et TISA, il y a maintenant beaucoup de promesses. Et tout ça, c'est loin de l'OMC. Alors, les 2 accords où il y a un peu un élément réglementaire, loin de l'OMC. Alors maintenant, j'adresse la question, une fois que j'espère vous avoir persuadé qu'il y a cette volonté de faire des accords, mais non pas à l'OMC, pourquoi est-ce que nous n'avons pas ces accords dans le contexte de l'OMC? Voilà. Vous savez, il y a un très bon prof d'économie, UPenn, Billy Thier, Pierre le connaît très bien, il a fait un papier hyper fameux à la fin des années 80, où il fait exactement ce point-ci. C'est impossible de savoir pourquoi 2 États préfèrent de faire un accord de libre-échange. Les raisons des conclusions d'un accord pareil sont assez divergentes, n'est-ce pas? Vous regardez un de l'Union européenne, pardon, il y a un problème, il y a la négociation maintenant, c'est assez clair, les Indiens, ils veulent une chose, first movers advantage, arriver au marché européen avant les Chinois. Vous regardez Mexico-Alena, ça n'a rien à voir avec ça. Mexico voulait en effet
Il y a un très très bon livre de Bosquin qui vient de sortir l'année passée, et où il a invité tous les négociateurs d'ALENA à discuter. Les grands, pas les grands, mais c'était le plus important, à son avis. À mon avis, c'était toujours Pierre Sauvé, mais ça va rester comme ça. Et alors, Mexico-ALENA, c'était Mexique voulait finir avec le passé, il voulait tourner la page. Il dit, je veux entrer dans un monde brave, où il y a libre-échange, parce que je ne peux pas vivre toujours dans un monde avec 40% d'inflation, chômage, blablabla. L'Europe a fait des milliers de désaccords avec ce futur membre. Là, l'objectif, c'est l'accession. Le point, c'est que c'est très difficile de dire pourquoi on a les accords de libre-échange. Mais il y a une chose qui est claire. Si on veut vraiment intégrer, c'est une hypothèse de travail, on ne peut pas savoir, parce s'il y a asymétrie d'information, il n'y a aucun incitant de nous révéler la vérité. Mais si on veut vraiment intégrer le marché, aujourd'hui, on ne peut pas aller en avant avec la non-discrimination. Et je vais essayer de vous expliquer ces points. Tout d'abord, je ne nie pas le potentiel d'intégrer des marchés à travers non-discrimination. Bon, mais c'est pour ceux qui arrivent à se conformer à la réglementation du marché à l'exportation. Alors, si je vais exporter au Canada ou en Europe, c'est un très bon exemple de la réalité des briques, je dois changer ma façon de produire. Je ne vais pas utiliser amiante, je dois passer à la fabrication des briques, n'est-ce pas, avec des fibres. Sans fibres, pas d'exportation, même si les droits de douane sont 0%. Jusqu'au moment où je peux prouver l'équivalence, il y a incertitude. Je ne sais pas si je peux exporter. Quand il y a incertitude, ça c'est une des rares choses qui sont presque, même avec des hypothèses de travail hyper raisonnables, correctes, il y a sous-investissement. Je ne vais pas investir, je ne vais pas commercer parce que je ne sais pas si je peux exporter. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut intégrer les marchés? Regardez les marchés où il y a intensité d'intégration élevée. On va au-delà. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est au-delà? Au-delà, c'est soit reconnaissance, unilatérale ou mutuelle, soit harmonisation. Alors, la non-discrimination, il y a une force, si vous voulez, d'intégration, mais c'est plutôt une assurance pour les pays à haut niveau de protection. Ils savent que même à 0% des tarifs, personne ne va entrer à leur marché sans payer le billet d'entrée qui est conformité avec les règlements. Alors la discrimination n'est pas une garantie d'accès au marché. La garantie vient avec la reconnaissance ou avec l'harmonisation. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à 161 pays différents. Tout d'abord, avant de venir à ce point, pourquoi est-ce qu'on a préféré la non-discrimination au GATT? Bon, on l'a préféré pour des raisons assez simples. En 1940, il y a un très bon livre par ailleurs, Baldwin, pas le fiston, le papa, Robert Baldwin. À mon avis, le meilleur livre que j'ai lu, moi, sur les GATT, de loin. C'est un économiste, mais il décrit le système juridique du GATT de la façon la plus pertinente. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Baldwin? Il dit, écoutez, quand vous avez des marchés qui sont fragmentés à cause des tarifs, et il y a une quantité de réglementation très basse, ça c'est les années 40, on ne parle pas des années 90 ou 2015. À l'époque, on ne savait pas qu'est-ce que c'est les changements climatiques. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances pour alimenter la quantité de réglementation. Là, ce qui vous intéresse d'abord, c'est d'avoir un pied au marché. Avoir un pied au marché, c'est en réduisant les tarifs. Une fois que j'ai un pied au marché, je peux savoir mieux quel est le byte des mesures non tarifaires. Alors, par définition, l'instrument qui ont privilégié les négociateurs, c'était les tarifs. Et quel était le rôle des non-discrimination? Assurer que par les biais de mesures non tarifaires, je ne vais pas avoir concession erosion, je ne vais pas réduire la valeur des concessions. Ça, c'est la fonction de non-discrimination. Elle n'a rien à voir avec la qualité de réglementation. Je peux faire tout ce que je veux sur moi. Je peux être complètement déraisonnable, disproportionnel. Si je suis non discriminatoire, je n'ai aucun problème dans les GATT. Je ne dis rien sur les cases, je ne vais pas embêter mon ami Gabriel, je l'adore. Elle travaille à l'OMC. Parce qu'à mon avis, l'OMC, la jurisprudence a fait d'un problème, ou si vous voulez, je n'aime pas du tout les cases sur le non-discrimination, mais ça on peut parler plus tard. Il y a quelques petites, si vous voulez, les premières étapes pour aller au-delà des non-discriminations. J'ai 5 minutes. Je suis à mi-chemin, mais je vais aller plus vite.
Les TBT espèces, mais il y a beaucoup de monde qui exagère. Moi, je suis un grand fan des TBT et d'espèces, mais il y a beaucoup de monde qui exagère l'importance. Tout d'abord, il ne vise qu'un sous-ensemble, un petit sous-ensemble de la réglementation interne, pour commencer. En plus, il n'y a pas obligation de réglementer. TBT espèce, intégration négative. Je peux faire tout ce que je veux. Si je veux avoir labeling, étiquetage, je l'ai. Si je ne veux pas, je ne l'ai pas. Mais si je veux l'avoir, là, il y a quelques obligations. L'harmonisation, elle n'a pas lié à l'OMC. L'harmonisation est liée ailleurs. Hein? À ISO, et voilà. Et la reconnaissance, on souhaite la reconnaissance, mais on ne peut pas l'imposer. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Les gens qui veulent intégrer au-delà de ce que nous avons à l'OMC doivent aller au-delà de la non-discrimination. Et pourquoi est-ce que je dis que ça, ce n'est pas une recette pour tout le monde? L'harmonisation, c'est une option coûteuse. Quand vous dites, je vais avoir le même processus de production qui tient compte, par exemple, des soucis environnementaux, vous dites en effet quoi? Je dois changer le processus de production. Peut-être il y a des propriétés intellectuelles qui sont impliquées. Et peut-être il y a autre chose que je dois payer, royalties. Alors, mais je dois en tout cas augmenter le coût fixe de ma production. Reconnaissance, c'est une question de confiance. Il y a plusieurs particuliers économiques hyper forts qui expliquent pourquoi ça c'est le cas et pourquoi le Canada va avoir confiance. Je vais vous donner deux exemples canadiens dans un instant. Aux États-Unis, les Amerlocs, comme on dit chez nous en Suisse, mais pas à d'autres pays de l'hémisphère. Alors ici, je vais d'abord commencer, je dis where deals happen, je vais d'abord commencer avec un point empirique avant d'aller à mes conclusions. Je vais faire vite. Non, je ne vais pas vous embêter, monsieur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler, c'est pas moi. Je fais un travail avec mon ami Henrik Horn, qui est mon co-auteur depuis 2 années, André Sapir, pour le Bruegel, ça fait 5 ans, où on nous a été demandé de voir un peu tous les accords préférentiels des États-Unis et de l'Union européenne depuis 1992. Et quelle était la conclusion, nos conclusions? Plus de 80% de la matière, de la table des matières, avait à voir avec la réglementation. Il n'y avait presque pas de discussion de tarifs. Non seulement ça, mais on a fait cette distinction, nous, entre WTO, place et extra, et après l'OMC l'a repris aussi, ils ont aimé. Et il y a beaucoup de matières qui sont, si vous voulez, hors du mandat de l'OMC. Investissement, par exemple. Il y a beaucoup d'accords qui parlent d'investissement. Et reconnaissance, c'est assez souvent un élément. Après, je regardais avec Marchetti qui conclurait des accords de reconnaissance hors des accords de libre-échange. Nous avons développé 8 critères d'homogénéité. La conclusion, c'était toujours la même. Le plus vous êtes homogène, le plus il y a de sens de conclure un accord. Le moins homogène, le moins il y a de sens. Voilà, je voulais vous parler de ça, mais ça vous connaissez mieux que moi. Un peu de US Canada, je vais passer de ça. C'est ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui, les accords de libre-échange courent loin, run away, comment est-ce qu'on aurait dit en bon français? Ils s'éloignent avec l'agenda du commerce. Et l'OMC ne fait rien. L'OMC reste. Alors, qu'est-ce que j'aurais voulu voir dans l'OMC, moi? Tout d'abord, un point, l'OMC n'a pas toujours été comme ça. L'OMC n'a pas été toujours un club, si vous voulez, engagement unique. À Tokyo Round, on avait des clubs. Pour des raisons qui me dépassent à moi, parce que je parlais beaucoup de temps à parler avec Gary Hofbauer, qui était un négociateur américain à l'époque, et avec un négociateur européen, et quelques Canadiens, parce que le Canada était assez présent là, cette négociation, sinon très présent. Ils ont passé au cours des transactions, ils ont parlé à moins de litiges, blablabla, mais ils n'ont pas passé bien. L'engagement unique, c'était plutôt quelque chose, OK, il faut le faire parce qu'il faut le faire, sans penser aux conséquences, vraiment. Maintenant, nous avons 2 clubs, non seulement les accords, mais aussi les accords plurilatéraux, qui ne sont pas très utilisés, mais j'espère que ça va être le cas pour des raisons que j'explique dans un papier avec Bernard. Alors, ça, 4 points, je finis 4 points très rapides. Ce que j'aurais voulu, moi, voir de l'OMC, c'est d'abord ça. Je veux que l'OMC devienne Information Exchange Regime, c'est-à-dire il faut augmenter d'abord la transparence entre les personnes. Mais quand je dis transparence, je l'utilise comme Coglianis, qui est un professeur de Sciences Po et de droit à UPenn, transparence motivée. Si je ne comprends pas les raisons de la législation, je ne peux pas changer mon paradigme réglementaire, n'est-ce pas? Le deuxième point,
j'aime beaucoup l'administration Obama sur ce point. Ils ont vraiment, ils essayent de faire approcher la communauté réglementaire avec la communauté commerce à l'OMC en utilisant des évaluations ex ante. Moi, j'aurais voulu aussi ex post des instruments et leur impact au commerce. Si j'utilise par exemple une taxe pour aller contre les changements climatiques, quel aurait été l'impact escompté, quel aurait été l'impact dans la pratique, comme ça je peux rationaliser éventuellement le prochain instrument dans la même. J'aurais bien voulu que l'OMC ouvre ses portes aux compagnies transnationales, il y a beaucoup qui sont des vrais stakeholders, mais qui ne peuvent pas aller à un membre de l'OMC et solliciter le soutien, parce qu'ils appartiennent à plusieurs pays, n'est-ce pas? Et les Global Value Chains. Et j'aurais bien voulu aussi l'OMC, finalement, avoir des relations plus étroites avec les organisations de standardisation, là où il y a l'action aujourd'hui. Il y a maintenant Observer Status. Bon, j'aurais fait des entrevues avec les gens de deux côtés, TBT et ISO. Ce n'est pas, disons, à mon avis, ce que j'aurais voulu voir. Pour finir, l'OMC doit trouver un chemin à avoir une osmose entre les clubs et l'OMC. Sinon, je pense que les nouvelles ne sont pas très très bonnes pour l'OMC pour le futur. Et je m'arrête là.